Bonjour à tous, vous êtes sur Sport en France et vous avez raison, c'est votre rendez-vous avec les grandes questions du sport. Aujourd'hui le thème, le sport peut-il changer le regard sur le handicap? Alors moi ce qui me plaît, je vais vous faire une petite confidence. Sur ce plateau il y a 4 invités et jusqu'à maintenant on a bien rigolé et on a même eu des débats un peu chauds. Et le sport c'est la vie, c'est ça pour moi. Et lorsque on parle de sport handicap, de handisport si vous préférez, on évite le pathos parce que le sport c'est la vie. Et la première question que je vais poser à mes invités, c'est que lorsqu'on est en situation de handicap, justement, est-ce que le sport, c'est pas encore plus la vie? Et après vous avoir présenté mes invités, d'abord Yannick Bachat, ancien conseiller ministériel, qui fait partie du think tank Sport et Citoyenneté, qui a été journaliste aussi. Il est avec nous en tant que spécialiste évidemment du handicap. Fred Weiss est avec nous. Fred, 100 sélections en équipe de France. Pas 99, pas 101, 100. Ça, c'est bien joué, Fred. Évidemment, vainqueur de la Coupe Courage, médaille d'argent à Sydney, on s'en souvient, en 2000 avec l'équipe de France, et puis une très belle carrière. Et puis sa victoire préférée, c'est peut-être aussi une médaille de bronze à Belgrade en 2005, qui avait été assez chaude. Voilà, un très très beau parcours. Multimédaillé paralympique, Trésor Makunda est avec nous également, athlète malvoyant. Spécialiste du sprint, 400 mètres avec guide. Et puis Quentin Caléron. Alors Quentin, ex-rider BMX, il devient pilote. Il découvre un peu ce monde puisqu'il va être le pilote de Raphaël Beaugillet en cyclisme sur piste malvoyant. Donc on va essayer de comprendre comment les athlètes valides peuvent rencontrer et vivre des expériences formidables avec les athlètes en situation de handicap. Je reviens à ma première question, chers amis. Le sport, c'est la vie. Est-ce que ça n'est pas encore plus, et je m'adresse à Trésor Makunda, est-ce que c'est pas encore plus la vie quand on est en situation de handicap? Est-ce que c'est pas ce qui, justement, vous rebranche avec le monde, avec la vie sociale, etc. Déjà, bonjour à tous. Déjà, il faut savoir que le sport, c'est déjà un super vecteur pour énormément de problématiques. Et le sport, c'est quelque chose qui permet à beaucoup de personnes, qui sont soit des personnes qui sont en difficulté ou des personnes qui se cherchent, de pouvoir s'émanciper. Et donc, quand on a un handicap, on va dire que le sport, c'est un des facteurs qui est sans oubli. Parce que quand je dis un des facteurs, c'est parce que j'oublie pas la famille, parce que j'oublie pas la société qui nous entoure. Mais c'est vrai que le sport, c'est quelque chose qui permet à une personne qui a un handicap de pouvoir s'émanciper. Et surtout, quand tu fais du sport de haut niveau, comme moi, comme nous tous qui sommes là autour du plateau, ça permet de pouvoir rencontrer du monde. Ça permet de pouvoir montrer que on peut être performant en ayant un handicap. Et surtout, ça permet de pouvoir être reconnu dans la société. Aujourd'hui, le sport et le sport de haut niveau, à travers mes résultats, mes médailles, ça m'a ouvert énormément de portes. Et donc ça, c'est nullement négligeable. Alors ça, on parle du haut niveau, du très haut niveau. Fred Weiss avec vous, je ne vais pas parler de très haut niveau, de ce que vous avez été comme basketteur, mais de la simple relation avec le jeune ou le sportif en situation de handicap avec le monde du sport. Là, on ne parle plus de haut niveau. Vous allez me raconter votre histoire. Comment, Fred, avez-vous été sensibilisé? Quel est ce qui a fait dans votre vie que vous avez été sensibilisé et investi aujourd'hui dans le sport en situation de handicap? C'est assez simple, j'ai un enfant qui est autiste. Donc forcément, j'aime le basket, mon enfant est autiste. J'avais envie de trouver un lien et de trouver des solutions pour gagner de l'argent surtout, parce qu'on a toujours besoin d'argent dans les centres pour les autistes et pour les déficients mentaux en général et pour le handicap en général. Et donc on a créé des camps de basket et on a réussi à intégrer dans nos camps de basket du basket fauteuil, ce qu'on appelle du basket roulette. Parce que nous, je trouve que le basket fauteuil, c'est un peu péjoratif. Donc on a les claquettes, parce que vous savez que les claquettes chaussettes, c'est nous qui l'avons inventé un peu, les basketteurs. Et on a les basketteurs roulettes. Et donc c'est vrai qu'on cohabite tous ensemble pendant les camps de basket. Et c'est là, moi, je suis très impressionné par Trésor, parce que pour moi, je vois un athlète, là. Je vois un vrai athlète. Et quand je vois mes basketteurs jouer, je vois des basketteurs. Je vois pas de fauteuil, je vois pas de handicap. Ils s'éclatent, ils se chambrent, c'est pas permis. Et ils passent des bons moments ensemble, de convivialité, en apprenant ce qu'est le handicap, parce qu'on a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas. Et apprendre à connaître le handicap, ça aide à des relations plus saines. Alors, il y a le très haut niveau, mais il y a aussi, on peut s'équilibrer, on peut s'épanouir lorsqu'on est en situation de handicap en pratiquant un sport
d'une manière associative comme vous et moi, j'allais dire. Mais je pense que c'est important, justement. Pour moi, quand on fait du sport, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de handicap. On est tous des sportifs. Et donc, bien sûr qu'on s'épanouit, mais on a toujours envie de gagner. Hein. Un sportif qui n'a pas envie de gagner, il ne faut pas qu'il fasse du sport. Mais par contre, c'est vrai que... Coubertin a dit une drôle de bêtise. Oui, alors, honnêtement, je suis complètement opposé à cette phrase. Tu sais que j'ai rencontré sa fille, et elle disait que en fait, c'est pas cette phrase, il l'a jamais sortie. Hein. Apparemment, c'est un quiproquo, en fait. En fait, il aurait dit, ceux qui perdent, c'est des losers. Apparemment. Et il aurait répété, il aurait rajouté les femmes dans un stade. Moi, apparemment, parce que moi, j'ai rencontré, j'ai dit, mais attends, il faut revenir sur cette phrase-là que ton père a dit. Et elle m'a dit, non, je t'assure, mon père n'a jamais dit cette phrase. Apparemment, il y a eu un quiproquo par rapport à une personne que son père a rencontrée, un évêque ou je sais pas, qui avait dit cette phrase-là. Et après, ça a été rapporté que c'est son père qui a sorti cette phrase-là, apparemment. C'est pour ça qu'il ne faut pas de religion dans le sport, c'est mieux. Je me souviens de Frédéric Quentin, au championnat du monde d'athlétisme en 99 à Séville, avec la ministre de l'époque qui lui dit « c'est bien », elle avait terminé 5e, je crois, et la ministre lui dit « c'est très bien, c'est une belle performance », et elle l'avait engueulé, elle avait dit « non, c'est pas bien ». Et elle avait raison. Voilà, c'est ça. Et ça, qu'on soit en situation de handicap ou non, si on n'a pas envie de gagner, il ne faut pas faire de sport, si on n'a pas envie de se dépasser. C'est exactement l'envie de se dépasser, et c'est vrai que moi je suis très impressionné par les basketteurs en fauteuil, donc les roulettes, parce qu'ils ont envie de se dépasser peut-être plus que les autres. Parce que déjà, pour faire du sport, l'accès au sport est plus compliqué. Il faut avoir un fauteuil de sport, de basket, etc. Donc, je suis très impressionné et tous les jeunes qui partagent mes camps ont cette impression. Juste pour revenir sur ce que disait Fred, c'est que par rapport à ta question que tu viens de poser, là, elle est vraiment intéressante aussi au niveau de l'intégration. Moi, par exemple, le sport, ça m'a permis de pouvoir m'intégrer quand j'étais tout petit, quand j'étais un enfant. L'intégration dans les jeux, bah, le sport, c'est vraiment un facteur d'intégration. Et comme quand tu poses la question, est-ce que le sport est source de vie ? Je suis absolument d'accord dans le sens où, peut-être si je n'étais pas sportif, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi de m'intégrer dans les jeux. Parce que jouer au foot, bah, oui, c'est tout le monde dans la cour de récré joue au foot. Donc, si tu veux t'intégrer, il faut que tu joues. Et donc, voilà, c'est vraiment pour moi un vrai vecteur. Et comme tu disais, par rapport à les camps que vous mettez en place, bah, je suis sûr que ça permet à ces jeunes de pouvoir s'épanouir et se dire, bah ouais, on fait du sport ensemble, on est ensemble. Exactement. Alors, Yanis Bachar, on parlera dans la deuxième partie de cette émission de ce que font les pouvoirs publics, de ce qu'on peut faire encore mieux. Mais ça doit quand même être réconfortant d'entendre des discours comme ça. Totalement. Après les parcours de ces deux sportifs, dont Fred Weiss, que j'ai regardé avec des jeunes enfants à Sydney en 2000, ou encore Trésor Macunda. Mais le sport, c'est pas seulement pour gagner. Le sport, c'est aussi entretenir son corps. C'est aussi mieux connaître son corps. Et pour une personne handicapée, c'est fondamental de mieux se connaître, de pouvoir aussi s'entretenir. Il y a beaucoup de personnes handicapées qui permettent, de par le sport santé, on a vu avec le sport sur ordonnance, de pouvoir faire du sport pour surmonter des maladies. On le voit d'ailleurs avec le cancer. Une anecdote, il y a un club de rugby aujourd'hui, Haute-Garonne, non loin de Toulouse, qui propose à des femmes qui sont en rémission de cancer du sein de pouvoir faire du sport, car en faisant des passes de rugby, en fait, on entretient sa cage thoracique. Et donc c'est... Yanis, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Il existe aussi, parce que voilà, cette relation entre le sport et la maladie, moi, me passionne. Et c'est vrai que les chiffres sont ahurissants. Sur les rechutes, vous faites du sport, vous avez 25% de risque de moins de rechutes. C'est prouvé. Et pour le cancer du sein, il existe, et j'ai eu l'occasion d'y participer à Avignon, aussi des épreuves de rameurs. Mais on a financé des avirons, enfin, je ne sais plus comment ils appellent ça d'ailleurs. Des rameurs. Voilà, et c'est le même geste. C'est ce geste qui fait que, eh bien, il y a une reconstruction, entre guillemets, du corps qui passe justement par ces efforts sportifs. Bien sûr. Mais quand on disait tout à l'heure, il faut avoir envie de gagner, c'est de gagner même contre soi-même. Hein. Il ne s'agit pas de battre les autres, il s'agit de se dépasser et de battre les autres. Surtout soi-même. Moi, je vais donner la parole à Quentin Caléron. Alors, Quentin, comment d'abord ? Parce que souvent, le fait de s'impliquer dans une association ou dans une quelconque action, ça vient d'un hasard. Comment vous, rider BMX, vous vous trouvez aujourd'hui à vous lancer dans une aventure de pilote sur piste avec Raphaël Beaugillet, qui est malvoyant et athlète de haut niveau ? Bon, c'est arrivé progressivement. Donc moi déjà, j'ai commencé par le BMX, donc un sport très différent de la piste en apparence. Et en même temps, c'est quand même un sport qui a des liens d'explosivité. C'est du vélo. Déjà, c'est du vélo. Donc forcément, ça a quand même un lien. Même
si c'est très différent. Hein. Le BMX, bon, c'est très spectaculaire, acrobatique, on va dire. En fait, les qualités physiques sont assez similaires dans l'explosivité. Donc moi, en fait, j'ai eu beaucoup de blessures au BMX et j'en avais un peu marre de détruire mon corps. Donc voilà, on m'a proposé en fait d'intégrer l'équipe de France de cyclisme sur piste en 2017. Et ça a plutôt bien marché très rapidement. Donc je suis resté jusqu'aux Jeux de 2020. Donc j'ai failli être sélectionné. Ça s'est joué à très peu. Donc malheureusement, je n'ai pas réussi à aller aux Jeux. Donc forcément, c'était une déception. Et je connaissais Raphaël Beaugilet qui roulait avec François Pervis. Donc ils ont fait les Jeux paralympiques ensemble et ont ramené une médaille de bronze. Moi, je les voyais un peu à l'entraînement et je me suis beaucoup intéressé au tandem. Et je m'étais toujours dit en fin de carrière, j'aimerais beaucoup pouvoir avoir cette expérience que je trouvais vraiment très impressionnante. Et en fait, après les Jeux, l'équipe de France m'a clairement fait comprendre qu'ils ne voulaient pas me garder. Donc moi, j'ai appelé Raphaël. On était déjà un petit peu en contact. C'est vrai que Raphaël cherchait un pilote parce que il savait que François ne voulait pas continuer. Donc voilà, ça s'est fait comme ça et on a débuté en novembre. Donc, Quelles sont les ambitions alors? Une médaille aux Jeux paralympiques là, à Paris. Hein. Donc c'est ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a quand même un peu de temps par rapport à ce que Raphaël a eu avec François. C'était très court et voilà. Donc c'est un beau projet et je suis vraiment content d'en faire partie en tout cas. Parlons un peu de la relation, peut-être Trésor peut nous raconter, avec son guide justement. Alors vous dites pilote sur le vélo. C'est ça. Donc le pilote et le stocker, D'accord. Raphaël. Donc, la personne. Et Trésor, vous dites guide, vous? Non, on dit guide, ouais. C'est vrai qu'on a eu un échange tout à l'heure avec Quentin par rapport au parallèle qu'on peut faire entre le guide et le pilote, et l'athlète et comment on dit? Le pilote et le stocker. Voilà. Et donc on faisait un petit parallèle et c'est vrai que je crois que l'image a été super belle parce que dans les deux cas, on a ce lien entre le valide et la personne malvoyante, oui. Parce que dans ce cas c'est ça, et vraiment créer le lien entre les deux, même si nous on estime que voilà, c'est deux univers qui sont similaires, on est ensemble, mais c'est vrai que ça montre cette image qui est vraiment, vraiment belle. Après, la relation, je pense qu'elle est quand même très similaire, très proche. Moi, par exemple, j'estime que voilà, mes guides, c'est des amis, c'est des potes avant tout, parce que s'il n'y a pas cette relation d'amitié, il est beaucoup plus complexe de pouvoir créer ce lien, entre parenthèses, professionnel sur la piste. Et donc, nous, on a beaucoup, beaucoup d'échanges, on a beaucoup de choses qui nous permettent de pouvoir créer cette relation forte d'amitié, parce que voilà, il n'y a pas toujours des bons moments, il y a des moments où c'est beaucoup plus compliqué et on passe beaucoup plus de temps ensemble sur les pistes à droite et à gauche qu'avec nos familles. Donc cette relation, elle est vraiment importante. Sûr, Elle est vraiment importante et je pense que vous, c'est pareil. C'est avant tout, il y a beaucoup d'amitié. C'est pareil et je suis entièrement d'accord avec toi. On est partenaires sur la piste, mais aussi en dehors. En fait, par exemple, quand Raphaël y vient... donc Raphaël habite à Blois, donc c'est pas à côté du Vélodrome. Il y a 2 heures pour venir. Donc des fois, il reste sur Paris. Et des fois, il reste chez moi. Et moi, c'est clairement comme ça que je voyais l'expérience aussi. C'est de créer une amitié. Et je pense que Trésor a raison. On sera vraiment meilleur en étant amis et ensemble et en créant des vrais liens. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Toi qui es un athlète aussi, oui. Est-ce que c'est pas difficile de mettre, entre guillemets, son ego de côté pour accompagner quelqu'un? Moi, personnellement, j'ai pas du tout ressenti ça. En fait, déjà, la performance, c'est ce qu'on discutait avec Trésor. En fait, la performance est en valide, au niveau des temps, en valide et en paralympique, paracyclisme, on va dire. Les temps les records mondiaux sont les mêmes. Donc, oui, mais justement, sportivement, tu travailles, entre guillemets, tu travailles pour quelqu'un. Tu seras mis en avant, mais beaucoup moins que l'athlète qui. Après, oui, forcément, il y a cet aspect-là. Après,
les noms sont cités, autant le guide que le pilote que le stalker. Moi, personnellement, j'ai pas ressenti ça, en tout cas pour le moment. Après, bon voilà, hein, je suis clairement conscient que c'est notre performance à nous deux. Mais c'est forcément Raphaël qui sera plus mis en avant que moi. Faut l'accepter aussi. Donc, je pense, tu vois, si tu veux être un bon guide, je pense qu'un bon guide, c'est quelqu'un aussi qui a cette volonté de se dire, voilà, moi, peut-être mon projet individuel, je le mets au profit de la performance collective. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je l'ai mis de côté, hein, mon projet individuel. Il faut avoir cette capacité à mettre son ego de côté un petit peu. C'est ce qu'on appelle l'altruisme. Mais après l'ego, tu l'as quand même parce que tu as envie de gagner. Ah, mais totalement. Après, moi, je vais rebondir un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, le Coubertin, on fait du sport pour gagner. Moi, personnellement, je suis entièrement d'accord avec ça. Je suis un compétiteur et je déteste perdre. Hein. Très, très honnêtement, ma femme le dira mieux que moi. On va l'appeler. C'est une horreur. Mais par contre, je ne suis pas forcément d'accord. On ne fait pas que du sport pour gagner. Il y a des gens qui font du sport pour plein de raisons. Et il faut aussi penser à ça. Moi, j'ai connu des personnes qui font ça juste pour s'entretenir. Mais Raphaël Bogier, si vous lui dites ça, il va vous dire non, ça va pas. Non, mais je suis d'accord. Moi, je suis Raphaël, il a pas gagné. Non, mais encore une fois, il ne faut pas l'oublier. Vouloir être le meilleur et gagner, c'est pas forcément contre les autres. Hein. Exactement. Oui, non, mais c'est sûr. Ça peut gagner être contre soi-même, c'est déjà. En fait, c'est ce que je dis toujours. En fait, le sport, c'est un peu comme dans la vie. Il faut se fixer des objectifs et c'est ça qui guide. Si l'objectif, c'est de perdre du poids, c'est un très bel objectif. C'est une victoire sur soi. Je vous remercie de me regarder dans ce cas de figure. Vraiment, ça D'ailleurs, Fred, t'as la chance que je te vois pas. Hein. Ouais, tu vois, heureusement. Tu sais pas ce que tu rates, Kélo. Tu sais pas ce que tu rates. Ce qu'il ne faut pas oublier, en fait, j'ai connu il y a beaucoup de personnes, qui cherchaient à perdre du poids et qui me disaient mais je vais courir, mais j'arrive pas à m'y tenir. En fait, moi, le plus important, c'est de se faire plaisir, en fait. Et il faut toujours, c'est ce que je leur dis, il faut trouver un sport qui vous fait plaisir et vous allez perdre du poids automatiquement. Enfin, je parle du poids, mais ça peut être autre chose. Hein, voilà. Il y a les concours de hot dog, ça marche pas du tout. Hein, j'ai déjà essayé. J'ai une petite question qui me passe par la tête. Trésor, vous vous entraînez pour le 400, donc vous allez faire, je dis n'importe quoi, du fractionné, vous allez faire une belle séance d'entraînement. Et ce jour-là, votre guide est un petit coup de moins bien. Il va moins vite que vous. Qu'est-ce qui se passe ? Déjà, la chance que j'ai, c'est que j'ai deux guides et demi, parce qu'il y en a un qui commence, donc j'en ai 3. Et donc, ça permet en fait de pouvoir travailler avec les 3. Donc, s'il y en a un qui est moins bien, ça sera un autre qui va prendre le dessus. Après, c'est plus problématique quand on est en compétition. Si j'arrive au jeu qu'il est moins bien, là, c'est vraiment plus problématique. Ouais. C'est déjà arrivé que j'ai un guide qui est mal appréhendé l'événement et qui arrive en compétition qui est moins bien. Et là, c'est tout le travail, on va dire, psychologique, c'est tout le travail parce que voilà, il faut se dépasser pour permettre à l'autre de pouvoir, au bilan, de pouvoir être performant. Par exemple, là, à Tokyo, en finale, au bout de 200 mètres de course, mon guide, il se blesse. Mais dans sa tête, il a été tellement fort parce que l'objectif, c'est que pendant quelques instants, il s'est dit, je ne peux pas abandonner comme ça, je ne peux pas laisser Trésor tout seul. Et il me disait que peut-être, si tu es seul, il aurait lâché. Tu vois. Et donc, c'est ça que je dis que parfois, le collectif t'amène vers quelque chose que peut-être toi seul, tu n'aurais pas pu aller chercher. Et c'est ça qui est aussi fort dans cette relation. Mais oui, à l'entraînement, ça peut arriver. Et donc, dans ces cas-là, on fait appel à un autre qui était là ce jour-là. J'aimerais parler de l'exemplarité. Parce que des jeunes, sans doute, en 2000, en voyant l'équipe de France de basket avec Fred Weiss gagner cette médaille d'argent, ont eu envie de faire du basket. On sait tous ça, hein, l'élite ruisselle sur les jeunes qui... Est-ce que vous avez conscience, Trésor, que vous êtes aussi de l'exemplarité, mais j'allais dire, pardon, encore plus, parce qu'un enfant qui souffre d'un handicap,
va parfois pas oser, peut-être. Les parents vont pas oser faire la démarche. On va en parler avec Fred. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un enfant en situation de handicap? Est-ce qu'on trouve des structures? On en parlera aussi ensemble. Est-ce qu'on trouve des fédérations qui vont vous mettre avec des valides ou au contraire qui vont vous envoyer? C'est compliqué. Est-ce que vous avez la sensation, enfin, est-ce que vous prenez conscience du fait que lorsque vous gagnez une médaille olympique, Trésor Makunda, eh bien, il y a peut-être un gamin ou 2 ou 3 devant leur télé qui de ce coup disent mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Et pour bien vous. sûr qu'on se positionne. Et moi, je le dis vraiment avec fierté, avec plaisir, hein, et sans arrière-pensée. Hein. Mais pour moi, oui, on se positionne en tant qu'exemple. Je veux dire, on sait bien, comme tu viens de le dire, que l'élite permet de pouvoir créer des vocations. Et je sais que quand je cours et je ramène une médaille pour la France, il y a des... Je dirais même pas... Les jeunes, les enfants qui ont un handicap, ils auront toujours des rêves parce que ça reste des enfants. Mais souvent, le frein, c'est les parents. Et souvent, quand tu vois une personne handicapée qui réussit, tu te dis pourquoi pas mon fils, pourquoi pas mon enfant. Vous savez, moi, ça m'est déjà arrivé des fois de prendre le métro et de tomber sur une mère. Une fois, il y a une mère, une dame, elle vient me voir et elle me dit excusez-moi, je peux faire une photo avec vous. Elle fait une photo avec moi et elle s'est mise à pleurer. Et je ne comprenais pas en fait. Et donc après, on a échangé. Elle me dit en fait, aujourd'hui, je me rends compte que mon fils peut avoir une perspective d'avenir. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, mon fils, il peut devenir un sportif. Mon fils, il peut devenir ingénieur. Mon fils, il peut devenir. Vous savez, et donc, à partir de là, tu prends conscience que tu peux être un exemple et que tu as un exemple pour beaucoup de gens. Et au-delà d'handicap, hein, pour moi, je m'estime qu'en tant que sportif, en tant qu'athlète, en tant que journaliste, en tant que personne qui est partie avec un handicap dans sa vie, dans le départ de sa vie, on est un exemple de réussite. Et à partir de là, je me dis, je peux entraîner d'autres gens derrière moi. L'autocensure, elle est... J'aimerais parler... Pardon, allez-y. Ce que dit Trésor, en fait, il a pointé le problème. C'est-à-dire qu'il y a une autocensure de la part des parents et des enfants eux-mêmes, hein, qui, du coup, n'osent pas y aller. N'osent pas aller parce que l'offre n'était pas assez visible aujourd'hui. Et justement, on compte sur les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, sur la Coupe du Monde de rugby en 2023, pour se servir de ces éléments comme d'un catalyseur, pour dynamiser la pratique sportive et permettre réellement de susciter des vocations. On en reparlera après, mais avec la relève notamment du CPSF, avec mon club près de chez moi, du CNOSF, qui permet de pouvoir voir une offre. Donc le plus important, c'est la visibilité de l'offre qui existe aujourd'hui dans les clubs, parce qu'elle existe, et l'autocensure. Comment lever l'autocensure, qui est parfois plus forte que la discrimination ou que la méfiance des clubs d'accueillir les personnes elles-mêmes. Il y a l'accessibilité aussi, d'une certaine façon, parce que moi, j'imagine que contrairement peut-être à de l'athlétisme où on a juste besoin d'une paire de chaussures et un terrain, on peut même courir dans un champ, le cyclisme, ça demande quand même des vélos. J'ai découvert le handbike, par exemple, sur mon premier stage équipe de France, et c'est quand même des vélos qui sont très spécifiques et qui coûtent cher. Donc je pense que c'est aussi important que les clubs soient financés, qu'ils aient des aides justement pour pouvoir pour que les enfants puissent avoir accès à ça. Hein. On va en parler dans la deuxième partie. J'aimerais conclure cette partie avec vous, Frédéric Weiss. Vous êtes un papa donc d'un enfant autiste qui souffre donc d'un handicap. Et Yanis Bacha vient d'employer le mot offre visible. Est-ce que pour vous, remarquez, vous venez du sport de haut niveau quand même, mais est-ce que ça a été évident de savoir comment lui faire du sport, ou lui faire faire du sport, avec des valides, pas avec des valides? Est-ce que ça a été simple? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'encore une fois, on a cette autocensure en se disant qu'il n'est pas capable d'en faire, que ça n'existe pas, l'encadrement spécifique qui lui conviendrait n'existe pas, etc. Et en fait, j'ai commencé à le mettre au basket adapté le jour où j'ai été invité en tant que parrain du championnat de France de basket adapté. Parce que je me suis rendu compte des gens très compétents qui entouraient ces championnats de France, que des basketteurs qui avaient une déficience mentale pouvaient jouer au basket au moins aussi bien que les autres. Et c'est vrai que ça m'a ouvert des portes dans ma tête plus qu'autre chose, j'allais dire. Parce qu'encore une fois, j'avais ce blocage. Et j'ai été rassuré du fait de savoir que des gens prenaient du temps pour s'occuper d'enfants handicapés. Alors encore une fois, je connais mieux le handicap mental, bien évidemment, mais je fais des stages avec des personnes en fauteuil aussi. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir proposer ça.
C'est pour ça qu'on fait des camps de basket, justement, pour du basket fauteuil, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne savent pas comment faire, parce que ça coûte très cher d'avoir un fauteuil, on le disait tout à l'heure. Et notre ambition, c'est de pouvoir le développer, le montrer que ça existe, parce qu'effectivement, on a des blocages, mais on a aussi des freins de moyens, souvent. On va voir dans la deuxième partie de cette émission, dans quelques instants, comment la société évolue, justement. Qu'est-ce qu'elle propose aux jeunes en situation de handicap. Et on va parler de la relève. Vous l'évoquiez il y a quelques instants. Restez avec nous. C'est la deuxième partie des grandes questions du sport avec une belle ambiance sur ce plateau. Nous traitons aujourd'hui du sport pour les personnes en situation de handicap. Donc on a vécu des expériences très intéressantes, voire passionnantes dans la première partie. Comment on arrive dans ce milieu, lorsqu'on vient aider, lorsqu'on vient guider, lorsqu'on vient piloter. Comment on peut ouvrir les portes et balayer les autocensures, les craintes qu'on peut avoir avec un papa comme Fred Weiss qui a fait faire du sport donc à son fils Enzo, c'est ça ? Enzo, c'est ça. Enzo, qu'on salue. Et on va parler maintenant avec Yanis Bacha, membre du think tank Sport et Citoyenneté notamment. Yanis, on va parler de ce que proposent les instances, je parle du comité olympique notamment, avec notamment la relève. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Alors, la relève, en fait, permet justement à des athlètes de pouvoir, pendant une journée, découvrir des différents sports. Et ensuite, grâce justement à un encadrement organisé par le CPSF, de pouvoir déterminer quel sport serait plus adapté pour tel ou tel athlète. Savoir un peu pour ouvrir un peu les horizons et ainsi permettre une sorte d'orientation, si on peut appeler ça ainsi, ciblée où la personne, l'athlète, enfin le sportif, quel qu'il soit d'ailleurs, selon ce qu'il a envie de faire, soit le plus épanoui. Alors Yanis, est-ce qu'on parle de haut niveau ou est-ce qu'on parle simplement d'épanouissement personnel ? Quand on dit la relève, est-ce que ça veut dire la relève du très haut niveau pour aller aux prochains Jeux Olympiques ? C'est lui ouvrir un peu là où elle pourra aller en fait. Les Jeux Paralympiques, vous voulez dire ? Oui, bien sûr. Là où elle pourra aller en fait. Jusqu'où elle pourra aller. On ne dit plus Paralympiques, les Jeux c'est évident maintenant, c'est Paralympique. C'est là où ça gagnait peut-être. Justement, on dit les Jeux. J'aime ça, j'aime ta remarque, tu vois, elle est bien, parce que en fait, moi quand je dis que le jour où on va réussir à banaliser tout ça, tous ces termes, on aura quand même fait un grand pas vers quelque chose de... Les fameux jobs, comme dit Riyad Salem. Mais oui, non mais les Jeux de 2024, c'est les Jeux de 2024. On peut citer à chaque fois pour les valides et paralympiques. Non, les Jeux de 2024, allons-y. Donc alors, est-ce que c'est pour former des jeunes pour les Jeux de Paris 24 ou est-ce que c'est pour tout le monde Je pense que pour Paris 2024, c'est peut-être un tout petit peu tard, mais justement, j'ai parlé tout à l'heure de pratiques sportives, de catalyseurs, comment les former pour après. Comment en fait susciter les envies de demain. On a vu que Londres a été un outil formidable pour l'accessibilité dans les transports, pour aussi faire naître de nouveaux athlètes. On a vu ensuite à Rio et à Tokyo. Et c'est ce qu'on a envie de faire, je pense, avec Paris 2024. Il y a également la semaine olympique et paralympique, qui est une semaine par an, parce qu'on parlait de sport tout à l'heure, des découvertes, et Fred en est témoin, puisqu'il est papa également, d'un enfant autiste. Le plus important, ça démarre à l'école. Tout démarre à l'école. Tout part de l'école. En fait, si on arrive à sensibiliser les gamins, dès le plus jeune âge, qu'ils soient handicapés ou non, sur le fait qu'un élève, enfin, on peut être le futur Kylian Mbappé, on peut être le futur également Tréla Makunda, le futur Michael Jérémiaz. Personne ne peut être le futur. On l'a à vie, lui. Mais il n'y en a qu'un, justement. Comme il n'y a qu'un seul Arnaud Assoumani, on peut réellement faire quelque chose à l'école et ça démarre dès le plus jeune âge. Et donc, si on arrive avec l'EPS à justement faire du sport en inclusion et à inclure les gamins à l'école, quel que soit leur handicap, dans une école avec des élèves dits valides, même si j'aime pas trop ce mot, on a gagné. En fait, c'est comme ça qu'on gagne. Yanis, juste une question. Ouais, quelle est la politique, quelle est l'approche par rapport aux différents centres ? On sait qu'il y a énormément de centres spécialisés. Quelle est cette politique, quelle est cette approche ? Parce que souvent, j'ai l'impression, quand j'y vais, on me dit « ouais, mais on ne connaît pas trop, on ne sait pas trop vers qui s'orienter ». Et je pense que dans ces centres-là, on a une niche quand même soit de futurs champions, parce que bon, là on peut parler du haut niveau, mais de pas mal de jeunes qui ont envie de faire du sport. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont peut-être pas au courant de tout ce qui se passe. Parce que moi, j'ai fait énormément de semaines, par exemple la semaine olympique et paralympique,
Mais rarement, on m'a dit, Trésor, bah, écoute, il y a un centre, je sais pas moi, dans Paris, un centre spécialisé, qui aimerait que tu puisses venir parce que c'est la semaine olympique et paralympique. Souvent, c'est fait dans les établissements, on va dire, ordinaires. Et finalement, j'ai l'impression que les établissements spécialisés, en fait, ils sont un peu mis de côté par rapport à ces semaines-là. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce qui est fait par rapport à ces instances? Encore une fois, c'est du volontariat. C'est vrai que la marge de progression dans les établissements médico-sociaux, elle est immense. Et on ne se rend pas compte du vivier d'athlètes paralympiques, même de sportifs tout court qu'on pourrait avoir. Et on essaye, justement, avec la loi sport qui a été votée à l'Assemblée en début d'année. Qu'est-ce qu'elle change, cette loi sport, au niveau paralympique, enfin au niveau sport handicap? Justement, le fait de pouvoir aller dans les établissements médico-sociaux et de réellement avoir un référent dans ces établissements qui pourra faire le lien avec le comité paralympique départemental ou régional et ainsi avoir une meilleure passerelle. C'est comment on peut casser ce silo qui peut exister aujourd'hui avec ce mur en fait étanche qu'il peut y avoir entre justement le sport dans les établissements médico-sociaux qui n'est pas encore pris aujourd'hui à sa juste mesure. Il n'est pas à l'école, donc comment le serait-il dans les centres? Il est à l'école, mais pas totalement. Il est en cours. Ouais. Il est en cours, encore une fois. Et au comité paralympique, il y a une personne qui est responsable, il y a un pôle qui est responsable de ça? Bien sûr, oui. D'accord. Qui est dédié à aller vers ces centres-là? Oui, et puis depuis l'arrivée de Marie-Amélie Le Fur à la tête du CPSF, il y a une réelle volonté de refondre justement ce modèle-là à destination des établissements médico-sociaux. Ça, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle, l'arrivée d'Amélie. Parce que ma crainte, c'est qu'on rate des futurs champions, des futurs... et comme ça, on parlait aussi même du sport santé, parce que je pense que dans ces centres-là, amener un peu plus de sport, même amener des athlètes, des sportifs qui réussissent, ça peut être aussi une source d'espoir, une source de bien-être. Et je pense que voilà, c'est une bonne nouvelle. Vraiment, je viens d'apprendre quelque chose. C'était une question de pédagogie quand j'y allais avec Sophie Cluzel. On a fait venir le politicien pourquoi? Il connaît bien ces dossiers, il nous apprend plein de choses. Merci beaucoup, vraiment. Merci. Mais vraiment. Il faut passer à l'action. Maintenant, il faut de l'action. En 2 mots, avant de parler des grands défis réussis par des athlètes en situation de handicap et qui ont cette exemplarité qui va aider justement à franchir la porte, comme disait Fred tout à l'heure, d'oser, de se dire finalement, on peut le faire pour mon fils, pour ma fille, ou pour soi-même d'ailleurs. Moi, j'aimerais juste parler des obstacles quand même, parce que là, il y a une belle ambiance sur ce plateau, c'est plein de vie, plein de générosité, mais on a quand même une chose, moi, qui me fascine, c'est le manque d'accessibilité déjà, ou le manque d'installation spécifiquement réalisé pour le handicap. Est-ce qu'il y a un programme politique qui va enfin permettre justement... Est-ce que, Fred, par exemple, pour votre fils, est-ce qu'il y a des lieux, est-ce qu'il y a des gens formés, ou est-ce que vous vous trouvez devant un désert? Aïe. Ouais, voilà, c'est ça, c'est la question qui fâche un petit peu. En plus, je suis dans cette période exactement avec mon fils par rapport à une transition scolaire, entre guillemets. Il a 20 ans, donc à partir de 20 ans, normalement, on doit être expédié des IME, on doit passer à autre chose. Et donc là, heureusement qu'il y a un amendement Creton qui lui permet de rester en IME. Mais donc, imaginez, c'est déjà difficile de le maintenir dans une IME. Comment envisager... On va traduire IME peut-être. Institut médico-éducatif, pardon. C'est déjà difficile de maintenir ça, et heureusement qu'il y a un amendement Creton qui nous permet ça. Mais imaginez la volonté de faire du sport alors. Si on a déjà du mal à former des gens, si on a déjà du mal à accueillir des jeunes, comment envisager pouvoir former et accueillir des gens sur du sport uniquement? Donc on a effectivement beaucoup de retard, et quand on compare malheureusement avec les pays alentours et même plus lointains, comme le Canada par exemple, on se rend compte qu'on est vraiment en retard. Alors, je parlais des sportifs qui accomplissent de grandes performances. J'ai même entendu des sportifs, alors c'est peut-être le cas aussi ici, mais j'ai entendu des sportifs dire, d'une manière presque provocatrice, finalement, ce handicap, ça a été une chance dans ma vie, ça m'a permis de m'épanouir d'une manière incroyable au niveau sportif et humain avec ce handicap. On a eu des gens comme Damien Seguin, qui a participé aux épreuves de voile comme le Vendée Globe, par exemple, parmi les valides. On voit d'ailleurs des images du Vendée. Et c'est extraordinaire de voir comment ce type de performance peut
comment dire, peut-être donner des idées, quoi. Et je reviens tout à l'heure à ce que je disais tout à l'heure, à la grande performance qui va ruisseler chez les jeunes en situation de handicap. Je regarde ces images parce que ça me fascine, la performance, quand on sait ce que c'est le Vendée, de ce qu'a réalisé Damien Seguin. On peut parler aussi de Frédéric Sausset, qui a été le premier pilote quadri amputé à terminer les 24 heures du Mans dans une voiture de catégorie prototype. Et puis Chris Ballois, qui a établi plusieurs records de vitesse en kitesurf. Il est athlète invalide. Il a d'ailleurs une drôle d'histoire, car pour faire valider, c'est le cas de le dire, un record, il a eu des problèmes justement à cause de son handicap. Il le raconte, c'est un extrait d'Avomarque où il racontait ce record enfin validé. En 2014, voilà, moi j'avais vraiment envie que ce soit dans la société civile ou dans le monde de l'entreprise, de changer les regards sur le handicap et de montrer la compétence. La première approche était de dire que la vitesse en fait permettait cela, parce que c'est un chronomètre, en fait il n'y a pas d'aspect artistique. Donc j'ai battu en 2014 le record du monde de vitesse à la voile en handisport. Et puis après j'ai fait des traversées entre Jersey et Saint-Malo, entre Brest et Lorient. Voilà. J'alterne souvent la compétition pure et puis on va dire le côté aventure en fait, donc de la haute mer. Et en 2018, l'idée c'était de s'attaquer à un record sur le 1000 nautique, donc 1852 mètres, et de se rapprocher le plus possible du record valide. Ce qui me semblait possible en tous les cas de s'en rapprocher. Et sur le moment, ça s'est plutôt pas trop mal passé, mais entre 2014 et 2018, les instances internationales ont changé, et en fait on a refusé ma validation de record handisport en 2018. Et sur le moment, ça fait un peu un choc, c'est assez déstabilisant. Et avec l'organisateur, on s'est dit, si on n'a pas de record handisport, on va avoir le record valide. Donc j'ai battu le record en 2018 et c'est une première. Et là, ça a changé aussi la donne, tout sport confondu, puisque c'était la première fois qu'un athlète handisport battait un record du monde. Tout sport confondu. Des records valides battus par des athlètes. Ça pose d'ailleurs la question de la technique. Alors, ce n'est pas le cas ici, mais on le voit aussi avec les lames pour la course. On sait qu'on va avoir, et on l'a eu déjà, des athlètes qui vont plus vite que les valides. Alors après, il y a une question à se poser. Est-ce qu'il faut courir avec les valides, avec les lames? C'est toute une question un peu technique. J'aimerais parler aussi de Théo Curin, qui avait fait ce qu'on appelait le défi Titicaca en novembre 2021. On avait d'ailleurs consacré une émission spéciale dans Sport en France. Et Théo, donc le nageur français, il a traversé le lac à 3800 mètres d'altitude, amputé des 4 membres quand il avait 6 ans, à la suite d'une méningite foudroyante. Il a réalisé cet exploit en 10 jours, avec en plus des athlètes valides qui étaient venus l'accompagner, comme Malia Metella ou Mathieu Wittvoet. C'était une belle aventure aussi. Patrick, est-ce que je peux juste rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il y a certains athlètes paralympiques qui disaient que c'était une chance pour eux d'avoir eu ça parce que ça leur a permis d'être dans la lumière. Il faut juste se rappeler que ces êtres sont des êtres extraordinaires, qu'ils soient handicapés ou pas. Et que, effectivement, peut-être qu'ils sont passés au révélateur parce que les gens ont plus admiré leur performance, mais ils auraient été des super athlètes s'ils n'avaient pas eu de handicap. Ils jouent avec ça pour dire, ça les amuse, mais il faut vraiment prendre en considération que c'est des super athlètes. Et que c'est dans la tête. Et que c'est dans la tête. C'est des êtres merveilleux et qui ont une force, une volonté à toute épreuve. Trésor, vous êtes un exemple. Si vous n'aviez pas votre handicap, vous auriez fait du sport et vous auriez été un champion. Qu'est-ce que je peux dire après tous ces compliments de Fred? Non, mais c'est sûr que moi, le sport, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Moi, le sport paralympique, en soi, je connaissais rien. Je connaissais pas. Moi, ce que je voulais, c'était de faire du sport et devenir un champion. L'idée, c'est, j'ai vu les exploits de Carl Lewis et je me suis dit, moi, je veux devenir comme ce monsieur. Donc voilà, en soi, derrière, après, tu te rapproches rapidement, tu comprends rapidement que tu feras du paralympisme, mais en soi, l'idée, c'était de devenir un champion. Et donc, je pense que oui, si j'avais pas eu mon handicap, j'aurais fait du sport. Après, est-ce que j'aurais fait du sport de haut niveau? J'en sais rien. Est-ce que j'aurais été un champion comme je suis aujourd'hui? J'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que... Moi, je te réponds. Tu penses? Oui. D'accord. Oui, parce que quand on a cette force de caractère, quand on a cette volonté, tu l'as, quelles que soient les circonstances. Donc, mon Fred a dit que j'aurais été un grand champion. Donc, j'ai envie de le croire, parce que c'est un grand champion. Donc, tu l'es. Donc voilà, je me dis juste que voilà, c'est des choses qui aujourd'hui, je me dis, voilà, pour moi, il
c'est pas un hasard. Voilà, c'est pas un hasard que aujourd'hui je sois devenu un Bien champion. sûr. Bien sûr. J'aimerais rebondir pardon, sur Fred, un peu ce que tu me... Je sais pas comment je dois le prendre, rebondir sur Rebondir moi. sur- C'est vrai que... La question que tu m'as posée, j'ai eu un peu le temps de réfléchir sur le fait de changer, de mettre L'ego de côté. mon ego de côté et tout ça. Mais en fait, ça rejoint un peu tout de ce qu'on parle. En fait, moi, mon objectif, c'est de ramener une médaille aux Jeux. Voilà, les Jeux, c'est ce qu'on disait, ça peut être olympique, paralympique. Et en fait, j'ai fait les Jeux olympiques en 2012 à Londres. Et j'ai pas ramené de médaille. Et en fait, voilà, j'ai eu ce projet. Et je me suis dit, là, c'est l'occasion de ramener une belle médaille. Et voilà, donc c'est vraiment aussi ça qui fait que ça m'a motivé. Et j'ai pas l'impression de mettre mon ego de côté ou quoi que ce soit. C'est vraiment une motivation pour moi. Une nouvelle aventure, un nouveau Voilà. défi qui, by the way, si j'ose dire, est un défi de pilote et plus Et de... justement, en fait, les Jeux olympiques ou paralympiques, maintenant, c'est associé. Même si c'est pas les mêmes semaines et tout ça, j'espère qu'un jour ce sera le cas, mais on verra. Mais je trouve que c'est la même médaille et c'est génial. Non, mais évidemment, c'est la même médaille. Moi, Voilà. ce que je disais, c'est simplement que, entre guillemets, tu me passeras l'expression, Oui. la star de votre binôme, c'est pas toi. C'est dans ce Non, sens-là que je le disais. c'est le cas. Après, j'en suis conscient, mais on aura tous les deux une médaille et c'est Et mon objectif j'espère bien, et je personnel. viendrai te voir et Voilà. on ira boire un coup Merci, pour la fêter Fred. en plus. Et surtout, Je compte bien. c'est ce que tu dis, c'est vraiment ce que disent aussi mes guides, notamment Lucas, pour lui faire un petit coucou. Lucas, Les autres, on s'en fout, c'est ça Sa chambre, c'est pas... t'es comme ça. Il a dit Non. 2,5 déjà. Non, je Il a dit disais- demi. non, je disais Lucas parce que... Le demi. J'aimerais pas être le demi, moi. Non, mais Le là, demi. si je cite tous mes guides, on va prendre toute l'émission, mais alors, je fais un coucou à tous. Et c'est vrai qu'ils disent tous la même chose, c'est que, comme vient de dire Quentin, c'est que derrière, eux, peut-être individuellement, ils n'auraient pas pu aller chercher une médaille olympique, mais aujourd'hui, ils ont ceux qui ont pu courir avec moi, ils ont tous leur médaille chez eux, et quand ils regardent la médaille, ils disent, ouais, c'est ma médaille. Et donc, même si c'est le collectif qui a ramené cette médaille, mais on reste quand même des humains, et quand tu regardes ta médaille, tu vas te dire, ouais, j'ai gagné ma médaille au jeu. Et donc, et comme tu dis, c'est la même médaille. Et c'est pour le même pays. Donc, finalement, tu te dis, voilà, c'est juste extraordinaire. Et donc, l'ego, il reste présent. Hein. Il reste présent parce que tu as envie de gagner une médaille, quoi. J'aimerais faire un petit clin d'œil à Philippe Croison, parce qu'on a parlé des exploits, là, justement, des personnes en situation de handicap qui peuvent être exemplaires. Philippe est vraiment un exemple formidable. Pour tout vous dire, il m'a fait un petit message, il ne pouvait pas être disponible aujourd'hui, et il m'a dit, je compte sur vous pour donner l'image, j'espère qu'on le fait bien. Et on salue évidemment Philippe Croison, qui est lui d'une exemplarité totale, évidemment, et qui fait passer un très joli message. Juste revenir sur l'école et les enfants, avant de parler des progrès qu'il y a encore à réaliser dans la société française. Trésor Makunda, moi j'aimerais que vous me disiez si vous avez l'occasion. Je donne un exemple. Un enfant malvoyant va être scolarisé par chance dans une école avec des enfants valides. Et imaginez si vous venez dans la classe faire un exposé d'un quart d'heure et qu'il voit un malvoyant médaillé olympique avec ce charisme et tout ce que vient de dire Fred. La vie de ce petit garçon change. Le regard, c'est ce qui m'intéresse, moi. C'est le regard des autres. Chez les enfants, rendez-vous compte de l'exemplarité que vous pouvez donner, que vous pouvez avoir. Mais c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait depuis pas mal de temps, c'est d'aller dans les établissements, dans les lycées, dans les collèges. Bon, c'est vrai que malheureusement, les ambassadeurs du sport d'Île-de-France ont été stoppés. Je ne sais pas pour quelle raison, il faudrait demander à Mme Pécresse, mais ça, c'est juste dommage. Mais c'est vrai que quand on allait dans les établissements, l'idée, c'était ça aussi, c'était d'apporter ces messages-là positifs. Ça existait, ça n'existe plus ? Ça n'existe plus, les ambassadeurs de l'Île-de-France. C'est ça qui est dommage, parce que voilà, les établissements étaient demandeurs. Et donc, derrière, ça permettait de pouvoir transmettre ces messages-là. Et comme tu viens de dire, c'est que derrière, peut-être il y avait des petits jeunes ces messages-là ne tombaient pas dans les oreilles fermées. Et donc, derrière, ils allaient, à travers cette motivation, à travers ces ambassadeurs, ces exemples qu'ils avaient en face d'eux, une forme de motivation, une forme de volonté de se dire, mais pourquoi pas moi ? Oui. Changer le regard, c'est la clé.
Exactement. Alors Valérie Mais regarde. Pécresse, vous allez l'appeler. Elle va avoir du temps là. Vous allez l'appeler pour lui dire comment Je sais ça pas se si fait elle que les aura beaucoup de temps, parce ambassadeurs. qu'elle a quand même beaucoup d'argent à retrouver. Donc Oh, on chambre, on se permet de chambrer dans ce genre d'émission parce qu'on se chambre entre nous, donc on peut quand même Il n'y a chambrer. pas qu'elle, hein, mais... Mais c'est vrai que c'est quand même Dans dommage. ce S'il y avait des ambassadeurs qui pouvaient aller d'école en école et c'était génial. Il faut demander à Patrick Caram pourquoi, parce que c'est lui le vice-président. Oui, Ouais, mais faire bah, du bah, sport. c'est ça le problème. C'est moi, la politique, bon, c'est pas mon domaine, mais c'est vrai que souvent on entend énormément de messages, de volonté, d'envie de faire des choses. On est revenu des Jeux, on nous a parlé de pas mal de choses. Oui, les ambassadeurs, on va continuer parce que les écoles, c'est quelque chose qui fonctionne dans les écoles. Finalement, là, ça fait combien de temps qu'on est revenu des Jeux et on apprend que le dispositif a été retiré. Ouais. Donc c'est juste dommage parce que C'est dommage. c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est permettre, c'est ouvrir des yeux, c'est montrer des ambassadeurs et je pense qu'on en a besoin. On en a besoin. Quand tu dis ambassadeur, en fait, tu intervenais dans les écoles, Les écoles, ouais. c'est ça? Ouais. D'accord. c'est indispensable. Mais justement, la clé, c'est aussi comment faire en sorte qu'il y ait des délégués de classe qui soient un peu des ambassadeurs aussi des Jeux Olympiques et Paralympiques. Comment ces gamins-là pourraient justement faire le lien. Et bon, du coup, ambassadeur, réfléchir aussi à comment une personne, un athlète paralympique ou olympique, serait rattaché à un établissement ou à une ville Bien sûr. duquel il est originaire, pour justement, imaginez bon, on prend l'exemple de Kylian Mbappé, parce que c'est le plus évident, mais un Kylian Mbappé qui reviendrait à Bondy, qui revient à Bondy régulièrement, et qui va parler aux gosses, pour leur dire, les gars, il y a 20 ans, j'étais à votre place. Après, il J'étais aussi en... y Oui, a beaucoup de sportifs qui le font, hein, d'eux-mêmes. Il y en a beaucoup. ouais, il y en a plein. ouais, c'est La vrai. Djibokouré à Grigny. un mais- programme qui puisse permettre Exactement. d'encadrer. Il y a la Exactement, Djibokouré à c'est Grigny. ça, exactement. La Djibokouré à Grigny le fait très bien aussi, à la Grande Borne. Il a évité, Mais je justement... veux dire, je pense qu'un mec comme Quentin, Je sais que- tu le fais autour de toi, je pense. Bah, oui, forcément. Après, moi, c'est une découverte, mais c'est vrai que je sais que Raphaël, en tout cas, il intervient beaucoup dans les écoles. Et par exemple, on était en stage hier et on a intervenu devant des enfants. Et enfin, il n'y en avait aucun qui avait un handicap ou quoi que ce soit, mais j'ai vu que c'était hyper important. En fait, il comprenait, il posait des questions peut-être que personne ne poserait habituellement. Et en même temps, ça leur permet, dès le plus jeune âge, de comprendre les problématiques et aussi les possibilités. En fait, il n'y a pas que la problématique, c'est de pouvoir faire du sport, d'avoir des exemples. Ils se rendent compte que tout est possible, même si on est handicapé, en Mais fait. Et j'ai trouvé ça super, en hyper fait. important. Quentin, Eh oui. surtout, c'est eux demain qui vont faire la société. C'est eux qui vont changer. C'est eux Totalement. qui demain qui vont, Ah qui oui, vont, qui vont faire tomber les barrières que nous, Oui, oui. nous aujourd'hui qu'on a devant nous. C'est eux. Et donc, en allant dans les établissements, dans les écoles, c'est donner à ces futurs adultes des clés, des éléments pour pouvoir demain changer le regard sur le Et handicap. les objectifs en disant, voilà, j'ai vu quelqu'un qui est C'est capable ça, de le faire, pourquoi je ne serais pas capable de le faire? Je Exactement. m'en suis vraiment rendu compte justement en faisant une intervention et c'est vrai que les enfants étaient hyper intéressés, ils ont posé énormément de questions, enfin ça s'arrêtait même pas quoi, j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel et que Le je secret me est suis là, rendu compte que établir le c'était important. contact, casser la barrière. Alors, on disait avant qu'il fallait changer le regard des gens sur le handicap. Est-ce qu'il faut le dire encore, ça? Est-ce que, avec tous les efforts, on va parler des médias dans quelques instants aussi, il faut quand même reconnaître qu'il y a 20 ans, il y avait 3 minutes de sujets par jour sur les Jeux paralympiques. Maintenant, les Jeux paralympiques sont totalement visibles. Je veux dire, on ne peut pas ne pas reconnaître, enfin, à moins que vous ne soyez pas d'accord avec moi, on ne peut pas ne pas reconnaître cette évolution. J'ai trouvé que les jeux d'hiver étaient un peu moins diffusés que les jeux d'été quand même. C'est juste, J'ai c'est juste. remarqué. C'est juste. Mais sur les Jeux mais ça d'été, vient. enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Trésor, mais il y a quand même une évolution marquante. C'est sûr, et il n'y a même pas de. Si tu dis ça, c'est que tu es aveugle. Bon, je le suis, mais si tu dis ça, c'est que tu ne suis pas vraiment le Mais sport. c'est ça. Oui, Alors, je t'interromps, mais c'est ça, moi, qui m'impressionne. C'est en fait, quand je fais mes camps de basket et que la première fois que j'ai eu des personnes en fauteuil, moi, j'étais toujours un petit peu, je savais pas trop comment les aborder. Ouais. Sauf qu'à la fin, je disais, bon, les boulets, vous vous dépêchez. Enfin, parce qu'en fait, ils veulent que ce soit comme ça, que c'est ce rapport. Et cette blague-là, moi, est Ben oui, extraordinaire. mais c'est la vie, c'est tout, quoi. C'est juste la vie. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement la vie. Tout à l'heure, quand il a dit il faut que les gens ne restent pas Ouais, sourds mais à c'est ça, je me suis dit s'il s'adresse à des Bien sûr. sport. Est-ce que l'émission est sous-titrée au moins? Ça va? Non, mince, tiens. Mais, C'est vrai qu'on aurait dû. Mais oui, bien sûr, ça a changé. Moi, j'ai commencé à Athènes.
En 2004, ça fait loin. Ça date, hein. Ça date, ouais. Mais quand tu regardes l'évolution, ça n'a rien à voir. Les Jeux de Londres ont été pour moi un vrai boom dans la communication. Oui. Là, à Tokyo, pour moi, c'est les Jeux qui ont été les plus suivis. Ouais. Après, peut-être dans notre malheur, on a eu la chance d'avoir le Covid, et donc il y a peut-être beaucoup plus de gens qui étaient en télétravail et donc qui ont pu suivre les courses, même au niveau... Tout ouais, a été retransmis c'est quand même ça. sur les, Et donc, les chaînes. Hein, donc. on avait quand même cette chance-là, et donc il y a une vraie évolution. Après, c'est sûr que, malheureusement, on est encore à attendre les Jeux pour pouvoir communiquer sur le Paralympique. Alors ça, c'est la réalité. Demain, moi, mon rêve, ce serait que entre la défaite de Marseille contre je ne sais pas quel club, parce que Toulouse, ils vont monter contre Toulouse, par exemple, on ait la victoire de l'équipe de France de Céci Foot contre l'Allemagne, juste derrière, ou le record du monde de Trésor Makunda sur 400 mètres, juste après, ou juste avant, le record du monde de, je ne sais pas, d'un athlète autre. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'est vraiment ça. Mais Oui. sache que, par exemple, en cyclisme sur piste, qui est quand même beaucoup moins diffusé que de l'athlétisme, les petits sports c'est le même cas aussi que Ils n'existent pas pendant les ils Jeux n'existent Olympiques, pas. ouais. Et voilà, Je on a sais, des mais sujets malheureusement, d'exposition. Ouais, je sais, Donc, mais je veux dire, il y a des pays qui arrivent à le faire. Pourquoi pas nous? Moi, je sais que, par exemple, en Australie, ils ont une vraie politique d'inclusion au niveau des médias. On a des athlètes paralympiques qui sont élus athlètes de l'année. On a des choses comme ça. Ouais, Dans leurs médias, on a la victoire je sais pas, moi, je connais pas bien le cyclisme, mais on peut avoir le binôme... je sais pas, les rombo-gilets. Ouais, là-bas en Australie, qui viennent de gagner, je sais pas quelle compétition, en même temps que la victoire d'un des cyclistes. Et je vous assure, hein, c'est comme ça. Moi, comme je dis toujours, c'est que moi, le premier handicap que j'ai rencontré, c'est pas forcément mon handicap visuel, hein, c'est ce que j'ai... Les cheveux. ce que j'ai- Je sais pas, je demande. Il se rattrape sur la barre. Ça va. Tu vois comment? Tu vois, j'ai quand même plus de barbe là-dessus, c'est vrai. Mais en fait, c'était vraiment le handicap culturel. C'est-à-dire se dire, mais souvent on dit oui, pourquoi on fait pas comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Les Jeux paralympiques sont moins diffusés? Pourquoi les Jeux paralympiques sont pas en même temps que les valides? Comment on pourrait faire pour... Moi, je dis toujours, c'est une question culturelle. Il y a des pays, notamment les pays anglo-saxons, où on a une vraie volonté de parler de sport. Et quand on parle de football féminin ou quand on parle de football masculin, on parle de foot en vrai. Et même si on va dire peut-être que ça va un peu moins vite ou quoi, mais on parle de foot. Je dis qu'on devrait parler de cyclistes sur paralympique ou cycliste valide comme on parle de cycliste en fait. On parle de cycliste. Et pareil pour l'athlétisme. J'en sais rien, mais je me dis, le jour où on arrivera à faire ça, là, ça sera vraiment un énorme pas. Et on se rapproche on est à Paris. Dans 2 ans, Yanis. moins de 2 ans, on est à Paris. Yanis? Trésor, un chiffre. Est-ce que tu connais la représentation du handicap dans les médias aujourd'hui, en France, Oula, ça doit être terrible, ça. en pourcentage? Tu me poses une colle. J'ai combien de temps pour réfléchir? J'ai droit à un... Il reste 20 secondes d'émission. J'ai droit à un joker téléphonique ou pas? 0,6. Eh oui, c'est voilà. pas... Et en fait, l'enjeu, il est là. Et il y a quand même une volonté. On l'a vu à Tokyo, le groupe L'équipe est en train, d'ailleurs, je salue Laurent Prudhomme, est en train d'essayer de diffuser un peu mieux le handicap, de mieux le mettre en valeur, à la fois dans son papier, à la fois dans dans ses médias. Et en fait, on le voit qu'il y a une espèce de bataille maintenant. Oui, dans mais la c'est quête très des bien, droits. Ce qu'on ressent, on a toujours l'impression que ça ne va pas assez vite. Mais Alors oui, on sait qu'il y a des il y a progrès. une bataille dans les droits. C'est indéniable. Il y a une mais bataille, c'est non, mais jamais il y assez a- non, rapide. mais, Juste, il y a une bataille dans les droits. Aujourd'hui, il y a des médias qui se battent pour avoir les droits des Jeux paralympiques. Alors qu'à l'époque, c'était un lot qu'on donnait un peu en package, qu'on donnait en plus, quoi. C'était, ça. tiens, t'as les Jeux olympiques et... Un vrai progrès. Enfin, en gros de plus, t'as les Jeux paralympiques. Exactement. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Bon, messieurs, j'ai une mauvaise nouvelle, il va falloir qu'on se quitte. Je voudrais juste dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette émission. C'est rare que je ne sois pas obligé de faire d'instituteur, mais de dire à vous de parler, à vous de parler, à vous de parler. C'est vrai qu'avec Trésor, c'est un peu plus facile. Ouais. Alors, on dit depuis le début. on dit- Attends, Fred, arrête. Fred, c'est pareil. Parce que Fred Weiss et Trésor Makunda, si vous voulez faire une émission et que vous n'avez pas beaucoup d'expérience de présentateur, vous le faites sans problème avec ces deux-là, vous leur donnez les clés et vous revenez à la fin. Ça a été un bonheur de vous avoir, messieurs. On aurait aimé aussi avoir une représentation féminine, on n'a pas pu pour des raisons d'agenda, mais évidemment le handisport est très présent aussi chez les femmes. Je voudrais juste vous remercier pour cette spontanéité, pour ces témoignages, j'ai encore beaucoup de boulot.
Il y avait de la bonne humeur, il y avait de la joie, mais il y a quand même des problèmes à régler. Et je demande à Yanis Bacha d'appeler le conseil régional et de demander pourquoi les ambassadeurs ont été supprimés. Parce que ça, je trouve ça étonnant. Voilà, Fred Weiss est consultant, Yannick Bacha sera plus tard journaliste, c'est sûr, et présentera des émissions. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, Quentin Caléron avec Raphaël Beaugillet, et j'espère vous retrouver au jeu. Et puis Yanis, vous avez une mission, vous le savez, et j'espère vous revoir bientôt. Merci à tous, à bientôt pour une prochaine édition des grandes questions du sport. Je n'ai rien fait moi aujourd'hui, j'avais rien à faire, pas de boulet.